Notre agenda ce matin, donc, c'est une approche côté amont, côté filière. Donc, Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, nous présentera justement cette mutation profonde et rapide de la filière du thermique vers l'électrique. Et ensuite, on éclairera cette mutation à travers l'autoscopie qui a été faite par Nova Consulting et notamment un focus sur l'électrique avec la vision des consommateurs. Et c'est Nicolas Harle de Nova Consulting et Daniel Ritter de Better World qui interviendront sur ce sujet. Et ensuite, on se laissera suffisamment de temps pour avoir des questions, des réponses dans le cadre de ce webinaire. Je fais juste une petite introduction pour vous présenter les pôles de compétitivité qui organisent ce webinaire. Vous êtes plus d'une centaine de participants aujourd'hui, en tout cas inscrits, issus de ces quatre écosystèmes d'innovation que sont les quatre pôles automobile et mobilité. Alors ces quatre pôles, ils font quoi? Ils animent la filière en région. Nous sommes le bras armé de la PFA en région. On accompagne vos projets d'innovation, d'industrialisation, de performance industrielle, de diversification. On est vraiment là pour vous accompagner dans le cadre aussi des dispositifs d'aide, notamment au sein du plan de relance. On vous propose plein de services au niveau européen, au niveau international, au niveau veille techno pour booster votre croissance. Et puis, on contribue également à l'élaboration de nouvelles formations pour pouvoir répondre aux mutations de la filière. Voilà, parmi nos grandes missions, c'était important pour nous de vous rappeler le rôle que l'on joue. Et on a surtout ce rôle aussi de sensibilisation et d'information de l'écosystème. Et c'est bien l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Marc Mortureux qui va vous présenter les grandes mutations de la filière avec le passage du thermique à l'électrique. Marc, c'est à toi. Merci beaucoup Marc, bonjour à tous et à tous, ravi d'avoir cette occasion d'échange avec vous. Donc moi je vais vous parler effectivement rapidement du point de vue de la filière industrielle, donc en tant que directeur général de la plateforme de la filière automobile et mobilité, la PFA, qui regroupe comme vous le savez à la fois les constructeurs, les grands équipementiers, l'ensemble des équipementiers et des fournisseurs. Et comme Marc l'a dit, donc on travaille très étroitement avec les pôles de compétitivité. Tout de suite la slide d'après pour planter un peu le décor du point de vue des industriels. Globalement, on s'inscrit dans un cadre qui est extrêmement ambitieux au niveau de l'Europe en termes d'objectifs de baisse des émissions de CO2. Vous avez sur ce graphique, depuis 1990 jusqu'en 2050, la courbe en jaune que vous voyez en haut, qui est la courbe d'évolution des émissions globales de CO2 du transport routier depuis 1990. Et vous voyez qu'il n'a pas augmenté, il n'a pas baissé, il a augmenté de 27% environ depuis 1990. Alors, c'est le résultat en fait de deux éléments contradictoires. Les véhicules eux-mêmes qui ont été mis sur le marché depuis 1990 ont fait des progrès dans la réduction des émissions de CO2 par kilomètre parcouru, un peu plus de 30% de baisse depuis 1990. Simplement, au niveau de l'ensemble de l'Europe, le nombre de véhicules a augmenté, le nombre de kilomètres parcourus a énormément augmenté, et donc la résultante, c'est que nous avons une augmentation des émissions de CO2 du transport routier. Or, l'Europe s'est donné l'objectif, depuis 1990 jusqu'à 2030, de baisser globalement les émissions de CO2 de 40% sur 40 ans, d'ici à 2030. Et tout récemment, elle a décidé d'aller encore plus vite, puisque dans le cadre de ce qu'on appelle le Green Deal, elle a décidé de baisser de 55% sur ces 40 années et de passer du moins 40, qui était déjà pas facile à faire, au moins 55% à la fin de cette période de 40 ans dans les 10 dernières années. Et vous voyez sur ce graphique le côté assez incroyable de l'effort qu'il faut faire dans un temps très court si on veut effectivement, pour la partie transport routier, réussir à atteindre ce moins 55%. Même si on ne l'atteint pas, vous voyez à quel point ça va demander de toute façon des efforts considérables. Alors, concrètement pour l'automobile, cette exigence se traduit par deux types de contraintes. L'une, c'est ce qu'on appelle la réglementation européenne CAFE,
qui est les exigences pour les nouveaux véhicules qui vont être mis sur le marché, les véhicules neufs, des baisses très fortes d'émissions moyennes de CO2. Il faut qu'entre 2021 et 2030, la baisse soit de 37,5%. Ça, c'était la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et nous savons que dans le cadre du Green Deal, au mois de juillet, la Commission européenne va proposer de sévériser beaucoup encore cette exigence pour faire du moins 50, peut-être même moins 55%, donc en moins de 10 ans. Ça, c'est sur les véhicules neufs. Et il y a par ailleurs d'autres contraintes sur le parc, puisque là, on parle des émissions globales de CO2. Alors, j'en viens à la slide d'après. Côté industrie, c'est quoi les différentes technologies à notre disposition pour répondre à ces exigences? On a bien sûr les véhicules thermiques, qui sont encore l'essentiel des ventes et évidemment l'écrasante majorité du parc. Il y a eu des progrès de fait, de l'ordre pour les diesels. Par exemple, en 25 ans, on a baissé en moyenne de 38% les émissions de CO2. Simplement, aujourd'hui, c'est clair que les progrès encore possibles dans l'optimisation des moteurs thermiques en tant que tels ne permettra absolument pas de répondre à l'exigence réglementaire. C'est pour ça qu'on va de plus en plus déjà vers des véhicules dits hybrides qui vont permettre un type des hybrides auto-rechargeables comme Toyota Yaris, par exemple, hybride, et des études de l'IFPEN récentes, indépendantes, montrent que ça permet effectivement des gains d'émissions de CO2 assez significatifs, et en particulier en utilisation urbaine. Et puis par ailleurs, des hybrides dits rechargeables, qui ont comme avantage d'avoir la possibilité de rouler dans des modes zéro émission dans certaines zones, en particulier urbaines, mais avec un peu l'inconvénient qu'il y a deux moteurs, donc c'est quand même assez coûteux. Et puis, bien évidemment, les 100% électriques qui peuvent être à batterie ou à pile à combustible. Et donc, voilà un peu les 4 cases, je dirais, qui sont des solutions technologiques qui, mixées avec une évolution du mix, vont conduire, disons, à cette évolution et cette réduction des émissions de CO2. Alors, clairement, au niveau de l'industrie automobile, ce qu'on cherche, c'est à préserver le plus possible la multiplicité des technologies. La difficulté que l'on a, c'est que la réglementation européenne n'est pas du tout neutre technologiquement parlant et encourage très fortement d'aller vers les hybrides rechargeables et les 100% électriques pour répondre, et c'est un peu les seuls moyens de fortement développer ces solutions-là pour répondre aux exigences. Pourquoi? En particulier par le fait que la réglementation européenne ne s'intéresse qu'aux émissions à l'usage et non pas global au niveau du cycle de vie, et que par exemple un des débats qu'on a régulièrement et qu'on pourrait avoir de nouveau au niveau des véhicules thermiques, si on prenait en compte le contenu carbone du carburant et qu'on réussissait à alimenter les véhicules avec des carburants de plus en plus bas carbone, on aurait aussi au niveau des véhicules thermiques un vrai potentiel de réduction des émissions de CO2. Mais toujours est-il, et c'est ce qu'il faut retenir, qu'aujourd'hui, et du point de vue des constructeurs et de la filière, ce qu'il faut faire pour répondre aux exigences, c'est fortement développer électrique 100% et hybride rechargeable. D'où le slide d'après, nous nous sommes engagés dès 2018, dans le cadre de notre contrat stratégique de filière, à fortement développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables, multiplication par 5 des ventes entre 2018 et 2022, ce n'est que le démarrage de la courbe. Nous nous sommes engagés en fait sur une trajectoire allant à 1 million de véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables en circulation en France d'ici à fin 2022. Et vous le voyez sur le graphique, malgré la crise sanitaire, on a réussi en 2020 à faire ce décollage et même aller plus vite que ce qu'on avait prévu. Et le début de l'année 2021 montre que cette dynamique se poursuit sur des 100% électriques, sur des hybrides rechargeables, mais aussi sur différents types d'hybrides auto-rechargeables, et qu'on devrait sans problème atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en 2022, probablement davantage. Le point que je voudrais juste souligner, parce qu'on va le voir côté consommateur, c'est un point important, dans ce contrat de filière, la contrepartie de l'engagement de la filière, c'était que l'État prenne les décisions nécessaires, les investissements nécessaires pour que les infrastructures de bornes de recharge, qui est un des éléments très importants, suivent. Et nous avions l'objectif de multiplier également par 5 les bornes de recharge d'ici à 2022 pour atteindre 100 000 points de recharge accessibles au public. On en est aujourd'hui loin, la dynamique n'est pas du tout la même et que ça reste aujourd'hui une grande préoccupation, même si ça bouge.
et même si on sent aujourd'hui que ça commence à se développer. Mais on le verra évidemment, les véhicules électriques, ce n'est pas un problème, les bornes de recharge pour ceux qui habitent en pavillon et qui peuvent se recharger chez eux sans problème. C'est quand même une difficulté pour le développement à venir très rapide de l'ensemble du parc de véhicules électriques. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans une phase encore d'accélération très forte de cette tendance vers l'électrification, et on le voit sur le graphique d'après, avec le Green Deal européen, mais aussi avec toute une série d'autres composantes de normes Euro 7, etc., on voit qu'on est dans une phase de basculement extrêmement rapide vers l'électrique. Là, c'est une projection à 2030 que nous avons maintenant, qui intègre les éléments que l'on connaît aujourd'hui par rapport à ce Green Deal, et qui concrètement va conduire à ce qu'en 2030, au moins 2/3 des ventes soient du 100% électrique, soit de l'hybride rechargeable. Donc une transformation extrêmement forte, et si vous vous positionnez sur 2021, on est à peu près au sommet de tout ce qui était autour du thermique, et que tout est en train de décroître fortement. Et que globalement, on est dans une logique où l'électrique devrait pouvoir bien continuer à se développer, en particulier grâce au fait que les prix des batteries continuent à baisser, qu'on peut donc aussi équiper les véhicules d'autonomie qui répondent davantage aux préoccupations aujourd'hui du consommateur, et qu'on vise un équilibre en Total Cost of Ownership, en TCO, donc sur toute la durée de vie du véhicule. On vise à peu près l'équilibre avec des véhicules thermiques en 2025, grâce au fait que l'électricité est moins taxée que les carburants, et dans l'hypothèse où évidemment on ne va pas transférer la fiscalité sur l'électricité, qui probablement ne sera pas le cas durablement. Je finis juste par 2 éléments. Le slide d'après sur le fait que la tendance à cette électrification, je dirais un peu à marche forcée, elle est extrêmement forte et prononcée en Europe, mais il faut quand même reconnaître qu'elle est en train, disons, de s'étendre un petit peu dans le monde entier. Vous le voyez bien sûr par des réglementations européennes, internationales, les Américains, les Chinois, etc., même si c'est moins ambitieux quand même que l'Europe, et aussi par des décisions de ville, avec ce qu'on a par exemple en France, ce qu'on appelle des zones à faible émission. La réglementation va conduire à mettre des restrictions de circulation pour des véhicules qui sont trop émetteurs de CO2 ou également d'émissions polluantes. Et on voit bien que les villes vont devenir de plus en plus dans le monde entier de réels prescripteurs de plus en plus importants pour l'industrie automobile. Je finis par le dernier slide sur le fait que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que compte tenu de ce contexte où globalement on explique aux constructeurs que les moteurs thermiques, c'est fini. Alors, est-ce que certains pays en Europe veulent que ça soit en 2030, donc hyper proche. La France avait positionné 2040, mais est en train de s'interroger s'il ne faut pas le ramener à 2035, et qu'on va avoir un débat très fort autour de ce sujet-là. Que parallèlement, si les constructeurs veulent continuer à commercialiser des véhicules thermiques, avec la future norme Euro 7, ils vont devoir réinvestir fortement. Donc on sent aujourd'hui une vraie accélération qui pourrait être portée par les constructeurs eux-mêmes, où globalement on leur dit vous devez investir massivement sur l'électrique, de toute façon parce que c'est l'avenir, batterie ou hydrogène, si vous voulez continuer sur le thermique, vous pourrez encore pendant un certain temps, mais vous devrez beaucoup investir, et de toute façon ça va partir à la poubelle au bout d'un certain temps. Donc il y a vraiment des grandes questions aujourd'hui, et qui honnêtement sont source d'inquiétude de notre côté, sur un peu basculer très vite finalement du tout diesel vers le tout électrique, et en l'occurrence à batterie à court terme, parce que c'est vraiment la solution qui existe, avec le fait que en France, ça a complètement du sens, et pour beaucoup d'usages, le véhicule électrique, parce qu'on a de l'électricité décarbonée, on n'a aucun état d'âme par rapport à ça. Mais ce n'est pas le cas partout dans le monde, donc ça, je pense qu'il faut faire attention. Deuxième inquiétude, c'est le risque d'un abandon, je dirais, un peu prématuré d'une technologie qui pourrait avoir, sur certains types d'usages, encore, disons, correspondre à des solutions qui peuvent avoir du sens.
Un impact très fort, hein, très honnêtement, sur les entreprises, hein, pour des transformations très profondes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50 000 emplois en France qui sont directement attachés à la filière motorisation thermique. Et puis, dernière chose, et c'est la transition avec les intervenants suivants, c'est que cette transformation à marche forcée vers l'électrique, qui encore une fois a tout à fait son sens, et pour lequel on pousse, hein, et on investit énormément sans aucun état d'âme, malgré tout, est-ce que le consommateur va suivre? Qu'est-ce qu'il en pense? À quel rythme ça va se développer? Et c'est la raison pour laquelle voilà, on a proposé qu'il y ait un petit peu ce regard, et merci beaucoup à Nicolas et à Daniel pour apporter ces éléments d'éclairage qui sont très importants pour nous. Merci. Merci Marc pour cet état des lieux et cette vision de la filière sur les grands enjeux et les grandes accélérations et les grandes tendances. Et chiffrés et étayés, je pense que les documents sont importants et seront diffusés à l'issue du webinaire, hein, pour ceux qui souhaitent revenir sur les slides présentés par Marc Mortureux. Je laisse maintenant la parole à Nicolas Harle de Nova Consulting et à Daniel Ritter de Better World pour la vision consommateur de cette grande mutation. C'est à vous, Nicolas et Daniel. Merci beaucoup Marc, et merci Marc aussi, donc les deux Marc. Rapidement, ce qu'on voulait faire, c'est se présenter. Donc Nicolas Harle, donc je suis DG de Nova Consulting, qui est une boutique de conseil en stratégie basée à Paris. On ne fait que de la stratégie de croissance et on a une forte spécialité sur l'automobile. Dans ce qui nous distingue, on regarde deux choses profondément chez Nova: des tendances à moyen terme, c'est le premier sujet, et on écoute beaucoup les consommateurs pour savoir, car ils sont juges de paix, si une croissance se développe, est rentable et intéressante. Et donc c'est à ce titre qu'on a fait un sondage sur environ 15 000 répondants et qui appuie l'ensemble de ce qui va être présenté juste après. Daniel ? Merci Nicolas et merci Marc et Marc. Bonjour à toutes et à tous. Donc Daniel Ritter, moi je suis président et cofondateur de la société Better World. Alors Better World est une start-up technologique française qui a été primée par la communauté européenne comme start-up la plus innovante en Europe dans le secteur automobile et notamment le véhicule connecté. Et ce que nous faisons, c'est de l'intelligence artificielle pour analyser des commentaires et des discussions clients dans le secteur automobile. Et donc notamment, dans le cadre de cette étude et pour nos clients constructeurs et équipementiers dans le monde entier, en fait, nous analysons des millions de discussions sur le web, sur l'automobile. Et par exemple, dans ce cadre-là, en France, depuis 2018, nous avons analysé plus de 5 millions de discussions sur le web pour alimenter cette étude. La première chose, pour rebondir sur ce que Marc Mortureux indiquait, c'est qu'on est convaincu qu'on est en démarrage de ce qu'on appelle une courbe en S, qui avait démarré très modestement avec une offre très limitée de véhicules électriques ou hybrides. Et on a vu un point d'inflexion. Ce point d'inflexion, Marc Mortureux, tu l'as souligné tout à l'heure, et donc ce décollage qu'on a vu en 2020, très important, avec plus de 20% du parc de véhicules neufs vendus à des particuliers qui étaient électriques ou hybrides. Je rappelle que quand on se compare à d'autres pays, la Hollande ou la Norvège, on est très en dessous de ces pays-là, mais on voit avec les différents objectifs annoncés des constructeurs, avec les soutiens pour l'achat des véhicules électriques et hybrides rechargeables, on voit une progression et que cette courbe en S va continuer. Et quand on projette tous les éléments, on sera effectivement à plus de 75% à horizon 2030. Et donc cette courbe en S, pourquoi est-ce qu'on est convaincu qu'elle répond à des attentes consommateurs? Et si on va sur la slide suivante, on a regardé quelque chose d'assez classique, c'est l'équilibre entre l'offre et le soutien de cette offre par les constructeurs et ce que disent les consommateurs. Un des éléments de juge de paix que vous avez, c'est est-ce que l'État, est-ce qu'on a des aides gouvernementales, est-ce qu'on a des aides régionales qui sont très significatives en ce moment, ou est-ce qu'on a des contraintes
Si je prends par exemple les zones à faible émission qui vont forcer de l'ordre de 12 millions de véhicules d'occasion à sortir du marché à horizon 2025. Et donc, est-ce que l'offre est là? Est-ce que les consommateurs y répondent? Et donc, pour ce faire, on a regardé 7 choses qu'on va vous présenter successivement, Daniel et moi. Où est-ce qu'on en est en termes d'offres? Quels sont les investissements médias sous-jacents? Est-ce que les consommateurs veulent acheter des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides? Est-ce qu'ils en discutent et de quoi discutent-ils? Est-ce que leurs profils sont standards? Est-ce qu'ils sont contents d'acheter? Et quels sont les freins, car des freins, il y en a, qui limitent cette courbe en S. Si on va sur l'offre des constructeurs, sur la page d'après, qu'est-ce qu'on voit? On a analysé les catalogues de modèles des grands constructeurs français, donc Renault, Peugeot, Citroën. L'offre en catalogue en 2016 était extrêmement modeste. Et donc, on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Donc, la Zoé ou la Zoé. L'offre en 2020 et la part du catalogue qui est dédiée à des électriques et des hybrides, elle est très significative. Et Marc Mortureux, tu as indiqué des objectifs très significatifs d'un grand nombre de constructeurs pour que ce soit 100% très rapidement. À côté de ça, on voit des acteurs qui arrivent. Tout le monde a en tête Tesla. Plus récemment, SAIC, le premier constructeur chinois avec la marque MG. Et toute une série de nouveaux entrants, beaucoup chinois, qui arrivent en étant exclusivement sur de l'électrique et qui arrivent aussi avec des modèles distributifs, et si je prends le cas de Tesla, extrêmement différents et digitaux. Et qui ne s'embarrassent pas, et donc Tesla ne propose pas de reprise du véhicule d'occasion et propose directement une vente en ligne d'une Tesla. Donc des modèles aussi alternatifs qui prennent une part significative du marché. Donc cette offre, elle est là, et cette offre, si on va sur la slide d'après, elle a été modeste en 2016, peu soutenue médiatiquement, et donc je rappelle que les dépenses médias nettes en France sont de l'ordre de 2 milliards d'euros sur l'industrie automobile pour soutenir les ventes des constructeurs, donc c'est très significatif. Marc Mortureux présentait un chiffre de 6 milliards de R&D, donc il y a 6 milliards de R&D et 2 milliards de dépenses médias tous les ans. La part de ces dépenses médias, quand on regarde les premiers constructeurs, en 2019, l'électrique représentait un petit tiers. Aujourd'hui, l'électrique et l'hybride rechargeable sont extrêmement soutenus et représentent la moitié de ce qui est envoyé en pub aux consommateurs. Donc on a une offre qui est là et une offre qui est soutenue médiatiquement de manière très très forte. Si on va sur la slide d'après, on a suivi depuis 2017 l'évolution des intentions d'achat. Et donc, vous avez en gris les intentions d'achat sur les motorisations thermiques et en vert les intentions d'achat sur les motorisations électriques et hybrides, rechargeables ou pas. On voit en 2020 que les courbes d'intention d'achat se sont croisées. Et ça s'accélère. Donc, 54% d'intention d'achat de motorisation électrique et hybride pour aujourd'hui 46% d'intention d'achat de motorisation thermique. Cette intention d'achat sur les motorisations électriques et hybrides, et on va voir, c'est pour ça qu'il y a des freins, 54%, c'est plus du double de la part de marché constatée des ventes de ces motorisations électriques et hybrides. Et donc, il y a un réservoir d'intention d'achat qui est supérieur à la part de marché. Et donc, c'est ça qui nous fait vraiment indiquer que la courbe en S a encore du potentiel pour continuer à s'accélérer si on lève les freins qu'on verra à la fin. Et pour ce faire, c'est très important, si on va sur la page d'après, de voir aussi le mix entre les hybrides, c'est la courbe que vous avez tout en haut, les hybrides rechargeables
c'est ce que vous avez tout en bas, et en vert au milieu, les intentions d'achat de véhicules électriques. On voit que c'était porté par de l'hybride standard, non rechargeable, et donc dans ces trois familles, hybride rechargeable, hybride classique et véhicules électriques, on voit que les véhicules électriques, l'intention d'achat des véhicules électriques croît de 3 points entre 2019 et 2020, et on voit que les hybrides rechargeables sont ceux qui motivent beaucoup de personnes, et notamment pour une question d'autonomie. On y reviendra. Et là, pour avancer, Daniel, je vais te passer la main sur la slide d'après. Qu'est-ce que tu observes, Daniel, sur le web? Alors, merci beaucoup, Nicolas. Alors, ce qu'on observe sur le web, déjà, en termes de volume. Entre 2013 et 2016, il y a eu un peu moins de 3 fois plus de discussions sur le web, du coup, sur une année. Donc, en 2016, comparé à... Et en 2020, on a une forte accélération encore par rapport à 2016, puisqu'on a de l'ordre de 5 fois plus de volume en rythme annuel. Et ça, on voit que c'est à peu près cohérent avec les évolutions de parts de marché. Et en fait, c'est un indicateur intéressant, et c'est surtout intéressant pour les constructeurs et les équipementiers, en fait, de suivre ça, de suivre ces discussions, et ça à 2 titres, en fait. D'une part, parce que ce sont des discussions qui informent sur les satisfactions, les insatisfactions et les attentes. Et d'autre part, parce que ce qui est discuté sur le web a son propre rôle d'influence. Aujourd'hui, on a plus de 85% des consommateurs qui vont se renseigner sur le web avant d'acheter leur véhicule. Et donc, tout ce qu'ils vont lire va les influencer dans leurs décisions. Alors, qu'est-ce qu'ils lisent ? Si on regarde à chaque fois le top 3 des sujets les plus discutés année après année. L'autonomie et la consommation a toujours, depuis 2013, été le sujet le plus discuté. Pour autant, ce qui est intéressant de noter, c'est que la part des discussions sur l'autonomie et la consommation diminue année après année. Et ça s'explique par 2 phénomènes. Un premier qui est que factuellement, l'autonomie des véhicules électriques s'améliore au cours du temps. Et un autre phénomène qui est qu'il y a une maturation et une acceptation et une compréhension du fait que l'autonomie d'un véhicule électrique est cohérente par rapport à un grand nombre de cas d'usage. Notamment, si on porte l'autonomie d'un véhicule électrique à la distance moyenne parcourue par un utilisateur moyen en France en une journée. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et pareil de tout temps, ça a été le deuxième sujet, c'est le coût. Alors, donc le volume est à peu près stable entre 2016 et 2020, la proportion est à peu près stable. Pour autant, ça diminue par rapport à 2013. Et là, l'explication qu'on voit, c'est finalement une acceptation du fait, ben oui, un véhicule électrique, c'est plus cher qu'un véhicule thermique, au-delà du fait qu'il y a des aides gouvernementales qui permettent de plus accepter cet élément de coût. Le top 3 2020 est très intéressant, c'est le sujet connectivité et plus largement multimédia embarqué dans le véhicule. Et en fait, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que c'est le cas que sur les véhicules électriques, que c'est aussi haut dans les sujets discutés, et c'est beaucoup plus que sur la moyenne des véhicules. Et ça dénote un phénomène qui est que les clients, les acheteurs, les intentionnistes des véhicules électriques sont davantage technophiles et davantage geeks que ne le sont les acheteurs moyens. Et ça, c'est un insight très intéressant aussi pour les constructeurs et les équipementiers pour affiner le mieux possible l'offre de véhicules par rapport à cette demande. Nicolas, je t'en prie. Et du coup, la deuxième chose qu'on a regardé, donc sur des sondages, donc je rappelle, ce sont des sondages sur 15 000 personnes qui sont, donc c'est représentatif du marché français, donc c'est représentatif de la typologie des Français, et c'est représentatif aussi des possesseurs et intentionnistes d'achat de véhicules neufs. Et donc, lorsqu'on regarde les sondages, on s'est posé la question de est-ce que les profils d'achat d'un véhicule électrique ou d'intentionniste ou de possesseur, est-ce qu'il est différent d'un profil d'un acheteur d'un véhicule neuf? Donc, quelques éléments de chiffres importants. Les acheteurs de véhicules neufs
en France, et c'est ce que vous avez dans les deux premières colonnes, sont raisonnablement âgés. On parle de 57 ans environ, pour des revenus par foyer qui sont significatifs, hein, de l'ordre de 46-47 000 euros, et assez urbains, à hauteur de 40%. Ce qu'on voit, c'est que les intentionnistes d'achat de véhicules électriques étaient un poil plus jeunes, mais se rapprochent progressivement de l'âge moyen, 56 ans en 2020, que leurs revenus sont significativement plus élevés que les acheteurs moyens de véhicules neufs, 59 000 euros contre 46 000, et qu'ils sont plus urbains, et donc c'est là où on rejoint, et même s'ils deviennent de moins en moins urbains, mais on rejoint le fait qu'il y a cette compréhension que l'autonomie force à être plutôt dans une zone urbaine. Et quand on regarde les possesseurs, les possesseurs de véhicules électriques sont encore plus jeunes, même si ça monte tout doucement. Ils sont plus aisés que les intentionnistes et ils sont tout autant urbains. Ces chiffres, dans le temps, montrent cependant un rapprochement très progressif, en tout cas sur l'intention d'achat par rapport à la moyenne du marché, et nous conforte encore, c'est un élément de plus, sur le fait que la courbe en S va être soutenue, les intentionnistes se rapprochant du profil moyen des acheteurs de véhicules neufs. Si on voit sur la slide d'après, toujours en étudiant les mêmes sondages, on a demandé aux personnes sondées, est-ce que vous êtes content et satisfait de votre véhicule que vous venez d'acheter, et ceci par type de motorisation, et est-ce que vous compteriez racheter, fort de votre expérience, exactement la même motorisation. Et vous voyez un autre élément qui va soutenir la croissance des véhicules électriques et des hybrides rechargeables, on voit très clairement des notes très très importantes et des intentions d'achat très significatifs. Et ça sont des éléments de recul qui montrent qu'on a des consommateurs satisfaits et qui ont envie de racheter. Et ça va encore accélérer cette fameuse courbe en S de décollage des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur la slide d'après, on arrive aux freins. Et Daniel, je te laisse introduire les freins. Oui, absolument. Merci Nicolas. Donc, dans les freins, si on les prend dans l'ordre, il y a toujours le sujet de l'autonomie. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qui est très discuté, aussi sous forme de frein. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas du tout qu'un sujet de distance, mais c'est aussi et surtout un sujet de variation de l'autonomie qui est affichée dans le véhicule. Alors, par exemple, j'allume ma climatisation, j'allume mon chauffage, mon prédicteur d'autonomie varie. Je suis dans une route en pente, en montée, en descente, mon prédicteur d'autonomie varie. Et ça, d'un point de vue ingénieur, ça se comprend bien. D'un point de vue client, ça suscite des questionnements, des interrogations que l'on observe massivement sur le web. Ça, c'est un élément de variation. Il y a un autre élément de variation qui est lié à l'écart entre l'annoncé constructeur catalogue et le réalisé indépendamment de sa variation locale, qui était mon point précédent. Donc ça, c'est le premier sujet de frein. Le deuxième sujet de frein est relatif aux bornes de recharge. Et là, on pourrait regarder les chiffres factuels. Donc, chiffres factuels en France, on voit qu'on a 29 000 points de recharge, que c'est à peu près comme l'Angleterre, qui en a 30 000, que le nombre de véhicules par point de recharge est à peu près similaire. Ça, je dirais, c'est les éléments factuels. Maintenant, ce que remontent les consommateurs, c'est deux choses. C'est, OK, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est un fait, mais surtout, elles ne marchent pas. C'est qu'ils notent des dysfonctionnements de bornes. J'arrive à une borne, elle ne fonctionne pas, je n'ai pas eu l'information avant, je suis en difficulté. Et ça pose tout un tas d'enjeux, en fait, pour les équipementiers de bornes, les fabricants de bornes, d'être capables de faire du diagnostic à distance, voire de la réparation à distance. Ça, c'est un sujet sur les bornes. L'autre sujet concerne la multiplicité des réseaux de bornes qui forcent encore, dans certains cas, à avoir plusieurs abonnements
pour pouvoir recharger son véhicule dans différents contextes, ce qui, en termes d'expérience utilisateur, n'est pas ce qu'on pourrait imaginer de plus simple. Et les deux autres raisons de frein à l'achat sont des raisons économiques sur le prix d'un véhicule électrique ou d'un hybride. Ces raisons sont partiellement effacées grâce aux différents soutiens étatiques ou régionaux ou locaux. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais sur le prix, on note, et pour rejoindre le sujet des bornes, un certain nombre d'éléments d'interrogation sur le coût d'un kilomètre. Une recharge en borne rapide sur autoroute liée à un usage routier, autoroutier, le coffre plein avec la clim, peut éventuellement complètement changer la vision qui est adressée ou souvent mise en avant d'un coût au kilomètre extrêmement faible. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet est une interrogation qui se centre sur les métaux rares et ce qui est dans les batteries, mais une interrogation de, mais au fond-ci, est-ce que le véhicule électrique a un bilan carbone meilleur, pareil ou moins bon qu'un véhicule thermique? Donc, une partie des commentaires que relève Daniel avec ses outils, ses analyses des forums, remonte une vraie question sur le côté batterie trop polluante. Au niveau de la filière, on note aussi un autre point qui est le niveau de confort qu'ont le personnel en concession et les vendeurs en concession pour commenter tous ces points. Un vendeur en concession sur un moteur thermique, il est complètement à l'aise, il va donner une consommation par kilomètre, il va donner une autonomie. Ces éléments-là sont assez stables et connus, il les a documentés. Les évolutions fortes sur les véhicules électriques, des variations d'autonomie sur les véhicules électriques, des questions sur comment j'installe ma borne, des questions sur ça coûte combien au kilomètre, sont des questions sur lesquelles aussi les vendeurs en concession sont peu équipés et pourraient l'être beaucoup plus, et qui renforcent l'interrogation des consommateurs qui du coup vont chercher des réponses sur les forums. Et donc, comme on est sur un marché de primo-accédants sur lequel les concessionnaires sont parfois peu documentés et les vendeurs sont peu documentés, ça renforce l'importance de comprendre ces freins et de les traiter pour aider la courbe en S. Et donc, si je récapitule la vision que l'on partage avec Daniel, l'offre constructeur, elle est là, ça va s'accélérer, elle est soutenue médiatiquement. Les consommateurs demandent ce genre de véhicule et l'intention d'achat est au double de la part de marché. La satisfaction est très forte. L'intention de réachat est là, mais il reste des freins, et ces freins, il va falloir les traiter autour de l'autonomie, des bornes et de l'équation économique, en répondant à une question aussi très importante de est-ce que c'est le bon choix technologique, est-ce que c'est trop ou pas assez polluant. Mais ce débat est le quatrième débat et pas le débat premier. Donc voilà pour ce que l'on voit quand on étudie les consommateurs à travers à la fois un grand sondage et l'étude de 5 millions de commentaires sur les forums. Un grand merci à tous les deux, Nicolas et Daniel, pour cet éclairage très pertinent, très intéressant pour la filière amont, qui nous donne bien la vision côté consommateur. Il est temps maintenant, pendant la petite 20 minutes qui nous reste, d'ouvrir le débat. Pas mal de questions déjà sur le chat que je vais essayer de modérer. Et donc, on va prendre le temps de répondre à chacune. Je vais commencer peut-être par Marc Mortureux. Marc, pas mal de questions autour du bilan puis à la roue. Tu l'as évoqué dans ton intervention. Dans le cadre des réglementations, c'est pas encore quelque chose qui est bien pris en compte. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques pour que, au niveau réglementaire, on ne prenne pas en compte que l'usage, mais aussi bien le bilan carbone complet? Alors, d'abord, c'est clair qu'il y a toute une série d'études qui ont été faites sur des analyses cycle de vie
qui montre que, évidemment, le bilan, il dépend énormément du lieu où les véhicules sont utilisés, hein, ce que je disais un peu rapidement tout à l'heure. Très clairement, un véhicule électrique dont les batteries seraient fabriquées en France avec de l'électricité fortement décarbonée et utilisée en France, le bilan, très objectivement, il est quand même très favorable, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. À l'inverse, quand tout est fait en Chine ou en Pologne, c'est quand même nettement moins évident. Et c'est pour ça que nous, notre discours, c'est oui, l'électrique est une très bonne solution, et je pense que là, les retours des consommateurs, il y a quand même des éléments tout à fait encourageants, hein, mais pas comme étant la solution magique partout, dans n'importe quelle condition, et c'est ça qui nous fait un peu peur aujourd'hui, hein, par rapport à ça. Après, la réglementation, c'est clair qu'elle est très, entre guillemets, simpliste, hein, en imposant aux constructeurs finalement des contraintes qui sont uniquement sur l'usage. Et c'est vrai qu'on réclame, mais depuis très longtemps, hein, une réglementation qui couvre beaucoup plus globalement l'ensemble du cycle de vie, ce que Carlos Tavares appelle aussi voilà, la vision 360, hein, sur l'ensemble des éléments. Il est prévu dans la réglementation d'avoir une réflexion sur ce sujet, je crois à partir de 2022, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, de toute façon, cette transition, elle est partie et elle ne fait que s'accélérer dans la logique dans laquelle elle est déjà partie. C'est-à-dire que de toute façon, et je pense que ce n'est pas que pour des raisons des émissions de CO2, mais aussi les émissions polluantes, il y a un très très fort accent vers des véhicules effectivement zéro émission à l'usage, pour ces deux raisons, en particulier dans les villes, dans les métropoles, hein. Vous avez vu, ou je ne sais plus si je l'ai évoqué, en France, par exemple, la loi climat donc, va consacrer le fait qu'il y aura des zones faibles d'émissions dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants. Et donc voilà, cette tendance, elle est de toute façon très forte, mais c'est vrai que nous, ce qui nous inquiète, c'est un peu cet emballement, hein, qui voudrait généraliser comme étant la solution qui est la bonne pour toutes les situations, que ce soit les types d'usage ou que ce soit les zones géographiques. Donc c'est là-dessus qu'on continue, disons, à se battre pour que, effectivement, on intègre davantage cette analyse cycle de vie beaucoup plus large. Merci Marc pour cette réponse. Une toute autre question qui s'adresse plutôt à Daniel, celle-ci. Une question qui dit quel est l'avantage de ces sondages, entre guillemets. Est-ce qu'on peut considérer les réseaux sociaux comme une source efficace de sondage des consommateurs? Tout à fait. Merci Marc pour la question et à la personne qui l'a posée. Alors, deux éléments à avoir en tête par rapport à ça. La première, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que plus de 85% des clients et des prospects vont regarder sur le web, vont se renseigner sur le web avant de prendre leur décision d'achat. Donc en fait, mécaniquement, cette source influence la très grande majorité des acheteurs. Donc je dirais presque, si je devais caricaturer, même si tout ce qui était écrit sur le web était faux, ben en fait, c'est pas grave parce que c'est ça qui influence. Alors, donc ça c'est le premier élément de réponse. Maintenant, la réalité, c'est qu'en fait, dans tous nos travaux que nous faisons avec les constructeurs équipementiers, nous analysons toujours deux choses. Nous analysons ce que l'on entend sur le web et ce que disent, ce qui ressort des enquêtes syndiquées multiconstructeurs que vous connaissez probablement tous autour de la table, qui sont faites sur des échantillons représentatifs, etc. Et en fait, on se rend compte que ces signaux sont à chaque fois globalement alignés. Et lorsqu'ils ne le sont, donc ça veut dire que c'est représentatif, et lorsqu'ils ne le sont pas, en fait, il y a des raisons très intéressantes qui font que le web apporte une information en plus qu'on ne capture pas bien par d'autres enquêtes. Donc, en cours, la réponse est oui, et c'est d'ailleurs ça ce sur quoi s'appuient nos clients. Merci Daniel. Je reviens à Marc Mortureux. Marc, pas mal de questions sur tout ce qui est économique autour du VE. Aujourd'hui, on sait que le VE est poussé par les aides gouvernementales, mais dans l'équation économique du VE, il y a également l'assurance. Certains disent que l'assurance est plus élevée pour un véhicule électrique. Et puis, il y a la question de la taxation de l'énergie. Existera-t-il demain une taxe spécifique
pour l'énergie électrique, pour les véhicules électriques, et en quoi cela joue dans les hypothèses, et notamment le mix énergétique. Est-ce que ça a bien été pris en compte dans les calculs d'hypothèses et de roadmap? Alors d'abord, hein, les hypothèses, les scénarios que je vous ai montrés, c'est des scénarios sous contrainte. Hein, c'est-à-dire, globalement, il faut atteindre ça. De toute façon, hein, je rappelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les constructeurs qui n'atteindront pas les objectifs fixés payent des pénalités complètement délirantes. Donc, ce n'est pas possible. Donc, de toute façon, on est quand même dans un champ contraint. Concernant fiscalité, la TICPE, hein, de mémoire, je crois que c'est à peu près 37 milliards d'euros hein, de recettes pour la France. Hein, on est bien conscient qu'il y aura d'une façon ou d'une autre un remplacement par autre chose. Ce qui est clair, c'est que dans les schémas qu'on envisage, on est sur un coût global d'usage du véhicule électrique qui, dans la durée, avec cette trajectoire, pourrait rester relativement stable dans l'hypothèse non réaliste qu'il n'y aura pas une partie de répercussion de la fiscalité sur l'électricité ou d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc c'est vrai qu'on sait hein, qu'il y aura des choses. De toute façon, ça pose le problème de cette transition énergétique, mais de façon beaucoup plus globale que l'automobile. Il faut être clair qu'on veut aller vers la neutralité carbone et que mes 2/3 hein, en 2030 de véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables, il faut se dire que si en 2050 on veut être neutre, ça veut dire qu'au moins 10 ans, voire 15 ans avant, il faut ne vendre que des véhicules neutres. Et donc, ça veut dire que à peu près 50% de véhicules zéro émission de 2030 peuvent, dès 2035, se retrouver à quasiment 100%. Donc, je veux dire, au-delà de 2030, la trajectoire va continuer à être extrêmement forte, avec toutes les interrogations et toutes les questions que ça pose. Mais là où je voulais en venir, c'est que on voit bien de plus en plus dans les débats qu'on a que la neutralité carbone qu'on veut à tous les étages, et pas que sur l'automobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, l'acier qu'on va utiliser pour fabriquer une voiture, faudra qu'il soit fabriqué par des procédés décarbonés, c'est-à-dire source d'énergie, ça sera l'hydrogène. Tout va augmenter, tout. Hein, à tous les niveaux. Donc, on a un vrai sujet global, de toute façon, de financement et d'acceptabilité du financement de cette transition énergétique, dans un contexte où l'Europe veut aller beaucoup plus vite que les autres régions du monde, et où je crains qu'elle ait des difficultés à trouver des mécanismes efficaces pour s'en protéger. Donc, c'est vrai que le grand risque qu'on a derrière, il y a le risque côté consommateur, hein, je vois plusieurs commentaires sur le fait qu'effectivement, dans tous les pays, on a baissé les bonus. Les ventes de véhicules électriques s'effondrent. Oui, c'était vrai. Alors maintenant qu'on rentre dans cette courbe en S hein, qu'a décrit Nicolas et où c'est en train de se développer quand même à grande échelle, de toute façon, on ne peut pas complètement hein, regarder le passé pour voir quel sera l'avenir, mais c'est clair qu'on va se retrouver quand même dans un contexte, c'est la grande préoccupation aujourd'hui des constructeurs, que la somme de toutes les nouvelles contraintes réglementaires vont renchérir le coût des véhicules de façon assez significative, et en particulier les véhicules plutôt d'entrée de gamme. Donc c'est un énorme sujet autour de ça, et que la question, c'est que les constructeurs ont tendance à essayer de compenser pour partie ces surcoûts par une pression d'autant plus forte sur l'ensemble de leur supply chain, avec du coup une pression de plus en plus forte à aller fabriquer dans les pays à plus bas coût. Donc voilà, on a un peu toute cette équation globale qui est un vrai sujet, mais en tant que tel, le véhicule électrique en lui-même, je pense qu'on a passé un cap et qu'il y a quand même clairement une tendance de fond et qui va encore probablement s'accélérer. Une question pour Nicolas cette fois-ci. On est plusieurs à en effet avoir lu cette étude en Californie, une étude qui montre que 20% des conducteurs de véhicules électriques envisagent de repasser au thermique. Est-ce qu'on voit les mêmes tendances en France, voire en Europe? Donc, pas encore. La réponse est non. À ce stade, hein, comme je le disais, l'intention de réachat est très significative. Donc, on n'est pas du tout au même taux de pénétration du marché du véhicule électrique. À ce stade, je le rappelle, les notes de satisfaction sont les plus élevées et l'intention de réachat est la plus élevée. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a 8% des personnes qui ont un véhicule électrique qui disent c'était une mauvaise idée. Donc, on n'est pas à 20%, on est à 8%. Mais 92% d'intention de réachat, c'est très élevé. Donc,
très très fort. Et pour rebondir sur le commentaire sur le prix que mentionnait Marc tout à l'heure, moi je note aussi avec attention les offres des constructeurs chinois qui arrivent avec des véhicules qui réussissent les normes de crash test à des tarifs et des prix catalogues qui sont extrêmement compétitifs. Et donc, je m'interroge aussi beaucoup, au-delà du bilan carbone de ces véhicules, sur une pression concurrentielle des constructeurs chinois. On continue avec Nicolas, et c'est peut-être une autre tendance de l'autoscopie que la tendance vers le véhicule électrique, c'est le virage service versus produit. Service de mobilité, c'est une question. Ne fait-on pas aujourd'hui des produits trop technologiques qui répondent plus aux besoins du client, le client étant plutôt orienté sur un service de mobilité? Donc, sur le débat sur les services de mobilité, il est en train aujourd'hui de se mélanger avec l'avènement de la location avec option d'achat ou de la location longue durée. La LLD touchait avant tout les flottes et aujourd'hui descend progressivement vers les petites flottes et même les particuliers. Et donc le premier niveau de service que l'on voit, c'est j'ai un véhicule, il va être dans une zone à faible émission, je vais devoir le changer, j'ai pas les moyens. Et donc dans cette transition, le premier niveau de service, c'est autour de soit une location ou un abonnement pour pouvoir me déplacer. Ça, c'est le premier niveau de service dont on voit l'explosion. On a vu l'explosion de la LOA, on va voir l'explosion de la LLD, qui va être environnementée de l'assurance, la réparation et toute une série de connectivités, voire de car sharing. Donc ça c'est le premier paquet. Ce paquet-là, on le voit arriver très très fortement, notamment pour gérer la transition du parc. Je me retourne de nouveau vers Marc. Marc, quelques questions sur comment est-ce qu'on fait. Tu as montré au début la courbe, l'accélération très forte qu'il faut. Comment on fait pour décarboner le parc existant? Parce qu'en effet, on a un parc existant en France assez conséquent. Quelles sont les solutions? Donc, sont par exemple soulignés les biocarburants, les fameux e-fuels, mais aussi la solution rétrofit. Comment est-ce que la filière étudie ces différentes solutions? Moi, je dirais qu'il y a trois pistes. Bon, il y en a une qui était accélérer le renouvellement du parc. Hein, et c'est typiquement prime à la conversion qui avait été mis en place. Et c'est là où on alerte un petit peu sur le bon équilibre à trouver entre la volonté pour les véhicules neufs de mettre la barre très haut pour le futur et en même temps la nécessité de renouveler le parc. Plus on va mettre la barre haut pour les nouveaux entrants, plus on rend compliqué le renouvellement du parc. Donc c'est un équilibre, disons, à trouver. Le deuxième sujet, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure sur des carburants à contenu plus faible en carbone, mais qui pourraient être utilisés par les véhicules thermiques tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc biodiesel, le 10 qui pourrait devenir 15, 20, les moteurs thermiques, sous réserve de les régler, peuvent effectivement accepter un contenu, disons, non fossile plus important dans le futur, sous réserve que les pétroliers soient en capacité de fournir, à partir de biocarburants de première, deuxième, troisième génération, connaissent ces éléments-là avec quand même pas mal de questionnements. Donc ça, c'est le deuxième point. Et effectivement, la troisième piste plus radicale, c'est le rétrofit effectivement de véhicules thermiques vers l'électrique, qui est envisageable, évidemment, et qui peut être une solution intéressante pour un certain nombre de véhicules, mais qui ne nous apparaît pas aujourd'hui comme une solution qui pourra concerner un nombre considérable de véhicules pour avoir un impact vraiment significatif là-dessus. Donc voilà, moi, c'est un peu les trois éléments, me semble-t-il, que nous avons. Et c'est vrai que l'exigence de ce qu'on appelle la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui concerne là, pour le coup, les évolutions d'émissions globales de CO2 du parc, ça ne paraît pas facile et même, je pense, c'est impossible de tenir les objectifs qui sont fixés si on n'a pas effectivement demain des carburants qui peuvent être utilisés par l'ensemble des véhicules thermiques encore en circulation, qui aient un contenu carbone qui progressivement diminue. Je vous propose de prendre une dernière question et de me tourner vers Daniel, une question qui a été posée déjà il y a une dizaine de minutes.
Daniel, tu nous disais, dans les grandes discussions sur les réseaux sociaux, il y a un sujet qui ressort aujourd'hui, c'est la connectivité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette connectivité? Est-ce que c'est la connectivité vis-à-vis justement de la recharge, pouvoir bien identifier les bornes de recharge? Est-ce que c'est la connectivité à distance pour pouvoir piloter son véhicule de manière à ce qu'il chauffe ou qu'il refroidisse avant notre arrivée? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème? Oui, tout à fait. Merci, merci pour la question. Alors, il y a déjà tout ce que tu as repris, Marc, et donc notamment la connectivité relative à l'identification des bornes, leur état, etc., relative au pilotage, au préconditionnement de l'habitacle, etc. À noter sur ce dernier point que c'est de la connectivité dans le véhicule, parce qu'on peut programmer son préconditionnement, mais c'est aussi ce qu'on peut faire avec son smartphone. Donc en fait, les apps des constructeurs, les MyMark, prennent un rôle très important dans la satisfaction client. C'est un point important qu'on observe. Et de façon plus générale à tout ce que tu as repris, c'est aussi la capacité du véhicule à se mettre à jour. C'est mettre à jour les calculateurs, c'est mettre à jour les fonctionnalités, exactement comme on l'a sur son iPhone. Et en fait, ces attentes de l'informatique grand public iPhone viennent vers le véhicule, et donc on attend à ce qu'il y ait des mises à jour qui corrigent les bugs du véhicule, et ça de façon très rapide. Le fameux over the air. Donc, écoutez, il est temps de clôturer notre webinaire. Un très grand merci à nos trois intervenants, Marc, Nicolas et Daniel. Merci à tous ceux qui ont participé. Et donc, ce webinaire sera disponible en replay sur le site de la PFA et des pôles, ainsi que la présentation PowerPoint pour retrouver tous les chiffres très intéressants, très pertinents qui ont été présentés au cours de cette session. Encore un grand merci à tous et bon après-midi. Et à bientôt pour de nouveaux webinaires des pôles et de la PFA.